Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture. Ça faisait pas si longtemps que ça, mais j'ai retrouvé un rythme de lecture un petit peu plus soutenu en avril qu'en mars et c'est très agréable. Donc je vais avoir pas mal de livres à vous présenter dans les semaines à venir, je pense, mais on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement de la fantasy. Il y a un post-apo, mais sinon c'est que ça. Et ce ne sont que des sagas, alors soit des premiers tomes, soit des suites de sagas, puisqu'en 2023 on continue et où on finit des sagas, n'est-ce pas? Donc il y a 2 premiers tomes et 3 suites de sagas, ce qui est un ratio plutôt satisfaisant, même si j'aimerais encore plus de suites de sagas et un petit peu moins de premiers tomes, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis assez fan des initiations de sagas, donc on va pas se refaire complètement non plus. Bref, comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence. On va d'ailleurs commencer par les 2 premiers tomes, c'est assez à propos. Et le premier, c'est le premier tome de l'épée La famine et la peste de Aurélie Wallenstein qui est publié chez Scrineo. C'était l'Explora livre du mois de mars et on en a du coup déjà parlé en long, en large et en travers en live avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège et Lucie de la chaîne Lucie a lu. Je vous remettrai le live dans le petit en barre d'infos, etc. On est ici dans de la fantasy assez dark, alors Juliette dirait de la grim dark fantasy, même si elle a trouvé que c'était pas tout à fait assez poussé à son goût. Toujours est-il que l'univers est globalement assez sombre, même si pas aussi sombre que ce que peut faire Aurélie Wallenstein typiquement dans Le Roi des Fauves ou Le Dieu Oiseau. Et ici c'est un univers où les araignées ont un peu envahi le monde. Il y a des grandes étendues qui sont absolument recouvertes de toiles d'araignée et il y a différentes araignées qui peuvent mordre les gens et en fonction de l'araignée qui vous a mordu, vous pouvez développer des pouvoirs, notamment les femmes qui du coup vont se faire taxer de sorcellerie et chasser par l'inquisition parce que sinon ce ne serait pas hyper fun, n'est-ce pas? Et dans ce premier tome du coup on va suivre 3 personnages, Sullivan qui est un ancien inquisiteur, Cillian qui est un adolescent qui souffre de bégaiement, qui est harcelé dans son village et qui va se retrouver en possession d'un casque de loup qui va lui faire voir les choses de façon un petit peu différente. Et Erin qui est également une adolescente dont la mère est morte après s'être fait accuser de sorcellerie et qui essaye du coup de ne pas faire de vagues, de ne pas se faire remarquer dans son village jusqu'au jour où elle refuse les avances d'un garçon qui est assez insistant, qui va la dénoncer à l'inquisition et où elle va finir du coup dans leur géole. Les destins de ces 3 personnages vont se rencontrer et on va les voir évoluer ensemble et les suivre dans une espèce de quête pour une forme de liberté finalement. C'est un petit peu une marotte d'Aurélie Wallenstein, c'est un sujet qui est assez présent dans pas mal de ses livres et là on retrouve pas mal cet aspect. Globalement ça a été une bonne lecture, mais c'est pas mon livre préféré de l'autrice, c'est la première fois qu'elle s'essaye à la série. Tous les autres livres que j'ai lus d'elle sont des one-shots, sont des stand-alone et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a eu des petites inégalités en termes de rythme. Il y avait des moments qui étaient assez lents où finalement il ne se passait pas grand chose à part cette espèce de voyage, cette espèce de quête qui n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Et une des grandes forces d'Aurélie Wallenstein c'est également la psychologie des personnages et leur développement, et là du fait je pense de la multiplication des personnages principaux qui sont plus nombreux qu'habituellement puisqu'ils sont 3, et ben c'était un petit peu difficile de les développer tous autant que d'habitude et du coup autant que je l'aurais souhaité. Donc voilà, là-dessus ça pêchait un petit peu par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire chez cette autrice. Cela étant dit, il y a des thématiques intéressantes abordées, notamment les araignées et une certaine maladie qu'elles répandent qui je trouve peut être mise un petit peu en parallèle avec la dépression et en tout cas la santé mentale d'une manière générale. Sur l'inquisition il y avait vraiment des choses extrêmement intéressantes en termes de sorcellerie, ce genre de choses. J'ai beaucoup apprécié le personnage d'Erin du coup en ce sens et sur les problématiques qui lui sont propres. Les 2 personnages masculins m'ont un petit peu moins touchée, mais je pense que c'est parce que c'était des problématiques qui me touchaient un petit peu moins. On va parler un petit peu plus d'animalité, de traumatisme, de post-traumatisme qui sont aussi des sujets chers à l'autrice et qui m'intéressent pas mal mais qui là m'ont moins marqué, m'ont moins touchée, m'ont moins transportée. Il y a quand même
des images qui sont assez marquantes, portées par une plume qui est toujours très fluide et très agréable, et qui est aussi un des points forts de l'autrice à mon sens. Donc il y avait vraiment pas mal de bonnes idées, c'est juste que voilà, dans la réalisation et dans le rythme parfois ça pêchait un petit peu. Toujours est-il que on a lu donc le premier tome en mars, on lit le deuxième tome en avril, je l'ai d'ailleurs déjà lu et je vous en reparle bientôt, et puis de toute façon en live pour Explorer un livre le dimanche 7 mai, je vous remettrai tout ça en barre d'infos, donc on en discutera encore une fois avec Juliette et Lucie, et c'est cool parce que ça m'a fait commencer et finir une saga dans la foulée, donc c'est très très chouette. Et de toute façon je continuerai à lire les romans d'Aurélie Wallenstein parce que c'est vraiment une autrice de fantaisie française que j'affectionne particulièrement, qui traite de sujets je trouve très intéressants dans ses livres, et notamment en termes de santé mentale, et qui le fait globalement très bien. À mon sens c'est pas sa meilleure parution, mais je vous la recommande quand même si ça vous intéresse, et d'une manière générale si vous voulez tenter d'autres romans de l'autrice, je vous les recommande chaudement. Et le deuxième premier tome de cette vidéo, du coup c'est une sortie qu'on a vu passer absolument partout, et j'ai été très faible et j'ai craqué devant la beauté de l'objet livre. On a craqué d'ailleurs toutes les deux avec Lucie, et on en a profité pour le lire rapidement en lecture commune histoire de nous déculpabiliser un petit peu. C'est bien évidemment le premier tome de la saga Lightlark de Alex Astor aux éditions Lumen, qui ont comme d'habitude fait un travail éditorial absolument somptueux sur ce livre. Encore une fois je pense que vous l'avez vu passer partout, mais vraiment je pense qu'il faut quand même souligner encore une fois la beauté de cet objet livre. Dans ce premier tome on va suivre le personnage d'Isla, qui est la reine du royaume des sauvages et qui va devoir participer au Centenal, qui est un événement qui arrive tous les 100 ans comme son nom l'indique, et qui a pour vocation à ce que tous les souverains de cet univers se réunissent sur l'île de Lightlark dans l'espoir de rompre la malédiction qui les accable depuis quelques siècles maintenant, peut-être 5 ou 6, je ne sais plus. On est dans un univers qui n'est pas sans rappeler un univers de Faerie à la princesse sans visage des royaumes immobiles de Ariel Holz si vous voulez, avec ces différentes tribus qui sont gouvernées par un roi, qui ont tous des attributs un petit peu particuliers, des pouvoirs un petit peu particuliers, et ces espèces de royaumes qui sont plus ou moins en guerre froide, avec des magouilles politiques, des gens auxquels il ne faut pas vraiment se fier, etc. Cela étant dit, je pense que j'ai préféré l'univers de Faerie de Ariel Holz, mais celui-ci était plutôt très chouette également, même s'il n'est pas franchement défini comme tel. Je trouve que bon, ça se ressemble quand même pas mal. Et du coup, Isla va arriver sur cette île et va essayer de tirer son épingle du jeu, de rompre la malédiction, de faire en sorte que son peuple s'en sorte, parce que globalement la malédiction leur rend la vie un petit peu impossible. Elle va rencontrer les autres souverains, des alliances vont se nouer, vont se dénouer, des relations se créer également. Il y a une espèce de pseudo triangle amoureux qui nous a un petit peu excès le poil avec Lucie, on va pas se mentir, notamment du fait d'un personnage masculin qui est un petit peu cliché et pas extrêmement attachant, et même carrément insupportable à certains moments, mais qui va finalement un petit peu se détricoter sur ce tome et qui s'explique par certains plot twists et certaines choses qu'on découvre au fur et à mesure, et donc qui n'étaient pas finalement si insupportables que ça. C'est relativement rare pour le souligner, surtout en young adult, où vraiment je pense qu'on aurait pu tomber facilement dans des clichés et des écueils assez fréquents. Il va du coup y avoir dans ce Centenal un certain nombre d'épreuves. Le personnage d'Isla va manquer de mourir à peu près 1 millier de fois pour X ou Y raison, mais littéralement à partir du moment où elle arrive, ça commence, donc ça commence pas hyper bien. Là-dessus, c'était un petit peu voyez, mais c'était pas non plus catastrophique. Il y a dans les épreuves et dans leurs recherches et leur enquête pour dénouer la malédiction un petit peu de répétition, même si bon, on s'est lassé au bout de 500 pages sur les 600 du truc, donc c'est pas non plus absolument dramatique, mais ouais, il y a un passage où on se dit que peut-être ce serait bien d'accélérer et d'avoir un petit peu plus de révélations, parce qu'on commençait un petit peu à tourner en rond. Il y avait quand même un certain nombre de plot twists assez surprenants. Il y en avait certains qui étaient plutôt attendus et sur lesquels voilà, on n'a pas
sauté au plafond, mais il y en avait quelques-uns qui étaient quand même très surprenants, ou en tout cas dans la façon dont ils étaient réalisés, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Donc c'est encore une fois plutôt une réussite à souligner, je pense. Et de même pour la grande révélation finale, il y avait des petites choses qu'on avait vu venir, dont on avait un petit peu discuté avec Lucie, et c'est en ça que ça a été une très chouette lecture également, parce qu'on a pu faire plein d'hypothèses et en discuter, les heurter au fur et à mesure de la lecture, donc c'était très cool. Il y a certaines choses du coup qu'on avait devinées, mais il y a pas mal de choses qui nous ont surprises, donc c'était très chouette. Et dans l'ensemble c'était vraiment une très bonne lecture, très satisfaisante en soi, des petits défauts mais inhérents probablement au young adulte et au genre tout simplement, et au fait que c'est un genre qui a quand même des règles assez définies. Cela étant dit, la fin donne envie de lire la suite. Je pense qu'on la lira toutes les deux sans problème avec Lucie si elle est traduite, et vu le travail qu'ils ont fourni pour ce premier tome, je me doute que ce sera le cas. Je salue encore le travail éditorial de Lumen qui est encore une fois absolument fou sur l'objet livre, mais qui a priori a été également très important en termes de travail éditorial à proprement parler sur le texte, parce que ça c'est vraiment très bien lu. Il y avait des petites tournures de phrases qui des fois étaient un petit peu maladroites, mais dans l'ensemble c'était plutôt très agréable, et il semblerait que en VO ce soit pas forcément autant le cas, donc c'est quand même plutôt très cool qu'ils aient réussi à rendre vraiment la lecture fluide, intéressante. Donc voilà, encore un point positif à souligner du côté de la maison d'édition, mais de toute façon Lumen fait toujours un travail éditorial de qualité. Et voilà, dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. Si vous ne vous êtes pas encore jeté sur cette sortie hyper médiatisée, je vous la recommande, et n'hésitez pas à me faire des retours si vous vous êtes déjà laissé tenter et que vous l'avez déjà lu. Et on va passer aux suites de sagas que j'ai lues ces derniers temps, avec, pour continuer dans la lancée, une lecture commune, puisque c'est un peu le sous-thème de cette vidéo. Et j'ai lu donc The Immortal Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse, avec Papotage Livresque et Jurassic Jones qui nous a rejoint quand elle a vu qu'on l'avait commencé, et c'était une super lecture commune. On s'est motivé avec Papotage Livresque parce qu'on avait déjà lu toutes les deux le tome 4 en fin 2022, et on voulait pas laisser traîner celui-là trop longtemps pour avoir toujours les grandes idées en mémoire et ne pas être complètement perdu. Je pense qu'on va faire la même chose pour le tome 6, histoire de finir cette première saga de l'autrice cette année. Ce serait plutôt pas trop mal, n'est-ce pas? Et globalement voilà, c'était une très bonne lecture commune. Alors ça reste extrêmement YA et YA des années 2010, mais j'ai envie de vous dire c'est logique puisque ça a été publié pour la première fois en 2012, donc ça a l'âge qu'il a et ça a les caractéristiques de l'époque à laquelle il a été écrit. Il y a énormément de drama, un petit peu de clichés, notamment dans les dialogues et dans les relations entre les personnages, mais voilà, quand on a ça en tête et qu'on comprend un petit peu le pourquoi du comment, c'est pas si dérangeant que ça se lit extrêmement vite, et les personnages sont globalement toujours aussi attachants et sympas à suivre, sauf le personnage de Jace qui m'a fait lever les yeux au ciel un nombre incalculable de fois dans ce tome, et je pense que ce sera la même chose dans le suivant, parce que littéralement tout ce qui arrive dans cette deuxième trilogie en gros de la série est de sa faute. Enfin, tout ce qui arrive de négatif en tout cas est de sa faute, et la façon dont il réagit aux choses est pas forcément extrêmement agréable, mais en dehors de ça j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les personnages et leurs relations et de les voir évoluer. Ça reprend globalement à la fin assez explosive du tome 4, et avec les conséquences du coup qu'elle va avoir. La fin de ce tome 5 est tout aussi explosive et donne encore une fois bien envie de continuer. C'est toujours assez inclusif, d'autant plus pour un roman qui a été écrit, comme je disais, dans les années 2010. Il y a des relations FF, il y a des relations MM, il y a plein de discussions sur l'identité, que ce soit en termes de sexualité, de bisexualité, d'homosexualité, etc., de santé mentale. Enfin, il y a plein de questionnements qui sont assez modernes, je trouve, et qui sont plutôt pas mal amenés, d'autant plus dans un roman à destination des ados, jeunes adultes. Je trouve que c'est plutôt des questionnements très
très très cool à voir. Le début était un petit peu lent et encore une fois il y avait pas mal de drama YA, raison pour laquelle je pense que j'ai mis bien une semaine à me mettre dedans et à dépasser les 150 premières pages. Après, quand j'étais dedans, honnêtement, ça s'est lu tout seul. Il y avait de l'action, des plot twists, on s'ennuyait pas et c'était vraiment plutôt très agréable. Il y avait un petit côté voyage européen dans l'ambiance et dans les péripéties qui étaient plutôt sympathiques également. Et un truc encore une fois très très cool pour un roman de l'époque où ça a été écrit, c'est que le consentement est plutôt bien amené, bien abordé, notamment du côté de Clary, qui, je trouve, le traite et le perçoit assez bien. Et encore une fois, pour un roman à destination des ados, c'est plutôt très très chouette. En termes de problème de rythme, j'ai trouvé peut-être l'épilogue un petit peu longué après l'explosivité de la fin, mais encore une fois, ça donne très très envie de lire le 6e tome. Jurassic Jones l'a commencé dans la foulée et a priori, elle aime beaucoup. Je pense qu'on le lira un petit peu plus tard avec Papotage livresque parce que je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire et que ce n'est pas prévu pour tout de suite, mais on va se le faire gentiment d'ici cet été et j'ai très très hâte parce que c'est une série et des personnages que j'aime beaucoup et que ça me permettrait, comme je le disais, de finir une autre saga en 2023. Et on va un petit peu crescendo dans mon appréciation des livres et on va finir un petit peu en beauté avec mes 2 livres préférés de ces dernières lectures. Le premier, je ne l'ai pas encore en physique mais je pense me le procurer assez vite, c'est le 4e tome des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, donc publié aux éditions Les Moutons Électriques, que j'écoute assidûment en livre audio, dont je vous rebats les oreilles très régulièrement parce que c'est une de mes sagas audio favorites et une de mes sagas de fantasy française favorites tout court. J'adore la narration de ce livre audio, je ne le répéterai jamais assez, je trouve qu'elle met extrêmement bien en valeur la plume de l'auteur et les personnages et la façon dont c'est conté dans ces mises en abîme qui se succèdent et je trouve que c'est vraiment une grande réussite. Ce tome 4 est très probablement mon préféré de la saga, dont je trouve qu'il permet vraiment une prise d'ampleur de toutes les problématiques qui avaient été introduites précédemment dans des 2 premiers tomes qui étaient peut-être un petit peu introductifs, un 3e qui s'accélérait davantage et là vraiment c'est l'apothéose. Je ne sais pas ce que le 5e et dernier tome va nous réserver mais je pense que ça va être assez incroyable. Toujours est-il que on retrouve les personnages des précédents volumes qui sont toujours dans leur expédition à la recherche du roi Deezer dans l'espoir de changer le cours de la guerre et puis on suit toujours donc ici le récit de la courtisane donc Shakti qui a commencé dans le 2e tome et qui raconte un petit peu comment elle en est arrivée là, récit qui ne fait qu'être de plus en plus poignant au fil des tomes puisque on sentait très bien dans le 2e tome que ça allait pas être extrêmement cool et puis les évolutions du 3e tome m'ont malheureusement donné raison et là je pense que c'est le tome qui m'a le plus révoltée, le plus énervée depuis un moment. Je pense que ça fait un moment que j'ai pas lu un livre qui m'a autant retourné à ce niveau-là avec vraiment un personnage qui rejoint le panthéon de mes personnages les plus détestés du monde avec Ombrage, avec le personnage de Kenrit dans Les Aventuriers de la Mer, enfin vraiment des personnages que viscéralement je déteste au plus haut point. Le personnage de Meijo est absolument insupportable, infect, je n'ai pas les mots tellement je ne peux pas le sentir et vraiment tout ce qu'il fait dans ce tome est abjecte, c'est la plus grosse merde de l'univers, je pèse mes mots, mais au-delà de ça, c'est assez satisfaisant étonnamment puisque le personnage de Shakti prend un petit peu plus d'ampleur et on assiste vraiment à une montée en puissance et à une sororité et à vraiment des beaux messages sur comment sortir d'une relation toxique, sur l'entraide dans les violences conjugales et comment on peut s'en sortir, etc. Et du coup ça ramenait un petit peu de positif à tout ça et c'était vraiment très chouette et une des raisons pour laquelle je pense j'ai autant apprécié ce volume. Il y a encore une fois, mais comme toujours dans les romans de cette série, des images qui sont absolument folles, qui sont d'une poésie et qui sont d'une netteté assez incroyable. Il y a des représentations très cool, notamment en termes de transidentité, qui sont
bien trop rares dans les romans de fantasy je trouve, et là qui sont très très bien faites, très très bien traitées, avec des beaux messages, des belles représentations, de la tolérance extrêmement cool. Globalement en termes de tolérance d'ailleurs j'ai trouvé que c'était un tome qui la mettait vraiment en exergue, et notamment sur pas mal de tribus qui sont croisées et de races différentes qui sont croisées au cours du périple, qui en ce sens n'était pas sans rappeler un petit peu Becky Chambers, donc j'ai trouvé ça très très chouette. Il y a dans le récit de la courtisane un petit côté que chiel de Jacqueline Carré que j'ai également beaucoup apprécié, que ce soit dans cette espèce de sororité et cette sexualité, cette sensualité qui est un petit peu mise à l'honneur dans l'univers, et puis dans l'aspect politique qu'a cette sexualité et la façon dont elle est traitée. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. L'univers ne fait que s'expandre et se révéler encore davantage, et c'est juste un plaisir de voir tout ça. C'est d'une profondeur et c'est d'un développement assez incroyable. On en apprend également un petit peu plus sur le barde qui est l'autre grand narrateur de cette saga et qui globalement se dévoilait un peu moins, ne faisait que conter l'histoire, et là on sait un petit peu plus sur son passé et c'était très intéressant également. Et ouais, cette reconquête qui s'annonce après la descente aux enfers des 2 précédents volumes m'a vraiment rempli de joie et de girl power, et c'était vraiment très chouette. Il y a également un autre point de vue qui rentre en scène dans ce 4e tome et qui nous permet de rappeler un petit peu les enjeux, puisque on voit pour la première fois la réalité de la guerre qu'ils essayent de résoudre, et ça permettait, je trouve, bien de replacer dans le contexte et dans les enjeux qui sinon s'éloignaient peut-être de plus en plus du fait du voyage qui avance. Et en termes de rythme, j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué de la part de l'auteur. En termes de sororité, on va parler également d'avortement et de contrôle des femmes de leur corps, et c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et que j'étais ravie de retrouver encore une fois, en plus dans un roman de fantasy où c'est pas forcément des choses qu'on traite particulièrement. C'était extrêmement bien fait à mon sens. Et dans l'univers un petit peu fantasmagorique, onirique que l'on croise depuis maintenant 2 tomes si je ne dis pas de bêtises, ça m'a un petit peu fait penser à The Sandman de Neil Gaiman que j'ai écouté récemment, avec voilà, ces personnages un petit peu ambivalents, un petit peu mystérieux, ces espèces de divinités de l'autre monde, et je trouve que c'était plutôt très chouette, très bien fichu également. Et c'est pareil, c'est un univers qui est en pleine expansion et qui est très intéressant à découvrir. Il y a encore énormément de plot twists et de rebondissements et d'actions. Encore une fois, je trouve que ça s'accélère davantage dans ce 4e tome, et tout était extrêmement bien ficelé. La fin est explosive à plus d'un titre, et c'est globalement le genre de livre, le genre de série qui, au contraire de certaines qui vont commencer avec quelques fils qui vont se dérouler progressivement, ne fait que se tricoter davantage et ramener de plus en plus de fils dans l'imbroglio et dans la toile, et on se retrouve vraiment avec un tableau final qui est extrêmement complexe et extrêmement bien ficelé, et qui est juste un bonheur à suivre. Et je n'ai qu'une hâte, c'est que le 5e tome sorte, mais je crois qu'il n'est même pas encore annoncé. Il y a un préquel, cela dit, qui est sorti très récemment, et sur lequel je pense me pencher assez vite pour rester un petit peu dans cet univers que j'affectionne particulièrement. En plus, on va se pencher, je crois, sur la cosmologie et globalement les légendes qui sous-tendent le monde des Sentiers des Astres, et c'est typiquement le genre de choses que j'adore, donc je ne vais pas me priver. Si vous n'avez pas encore découvert cette saga, vous l'avez compris, je vous la recommande extrêmement chaudement. N'hésitez pas à me faire des retours si vous vous laissez tenter, mais c'est vraiment une excellente saga de fantasy. Et le dernier livre de cette vidéo, qui est encore une lecture commune parce que, comme je le disais, c'est un petit peu le sous-thème ici, c'est le 2e tome de la saga Rempart, donc les épreuves de colis de Emer Carré aux éditions La Talente, que j'ai lu donc en lecture commune, encore une fois, avec Lucie de la chaîne Lucie a lu toujours. On s'était lu toutes les deux le 1er tome en début d'année, qu'on avait beaucoup apprécié, et on voulait pas trop faire traîner cette saga, et comme le 1er tome ça a été vraiment une excellente lecture. On est ici dans un récit de science-fiction post-apocalyptique. On va suivre le personnage de Collie qui, au début du 1er tome, vit dans un village qui est dirigé par les Remparts, qui sont un petit peu la famille régnante et qui sont à la tête du village puisqu'ils
qu'ils sont les seuls capables de faire fonctionner les techs qui sont les reliquats de technologie qui ont survécu à l'apocalypse. Tous les adolescents à 16 ans, je crois, passent des preuves pour savoir s'ils sont capables ou non de faire fonctionner ces techs, et c'est souvent la même famille qui se retrouve à y réussir. Le village repose un petit peu sur ce fonctionnement-là, on se dit que c'est eux qui méritent, etc. Vous vous en doutez, il y a un petit peu plus que ça sous cette hégémonie et sous ces privilèges familiaux, et Collie va mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière quand il va découvrir le pourquoi du comment, et ça va lancer un petit peu son aventure. Le premier tome avait un début assez introductif mais néanmoins assez prometteur, et puis ça s'était enchaîné très très bien par la suite avec un petit peu plus d'action, et on retrouve un petit peu ce schéma-ci dans ce deuxième tome avec un début relativement lent où on suit Collie et puis les gens qu'il a rencontrés sur sa route dans le premier tome, que je ne vais pas vous spoiler du coup, qui sont toujours voilà, dans une forme de voyage et une espèce de quête, etc. et qui donc vont cheminer initialement assez lentement, même si ça s'accélère peut-être un petit peu plus vite que le premier tome. On suit également un autre point de vue qu'on n'avait pas du tout précédemment, et c'est le personnage de Toupie qu'on rencontre assez rapidement dans le premier tome mais duquel on s'éloigne, et qui va du coup nous donner son point de vue sur les événements de ce premier tome et puis de ce qui va arriver ensuite au village de Collie, et c'était un point de vue absolument passionnant. C'est un personnage féminin que j'ai absolument adoré suivre parce qu'elle est très très loin des clichés. C'est une femme extrêmement intelligente qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut et qui sait comment elle va s'en sortir dans la vie et comment elle veut goupiller son truc, et qui mène très très bien sa barque, et qui est vraiment je trouve extrêmement inspirant et vraiment très 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 intéressant, et qui sort de plein de schémas classiques, donc c'était extrêmement cool. Il y a, comme dans le premier tome, des représentations absolument formidables, typiquement en termes de transidentité, qui encore une fois est trop peu montrée à mon sens dans les romans de science-fiction et typiquement en post-apo où souvent on se dit que c'est pas le moment, etc. Mais là c'est extrêmement bien fait et ça fait plaisir à voir et à lire, et encore une fois on devrait en avoir plus dans ce genre d'ouvrage parce que c'est possible manifestement. Il y a également une représentation d'Alzheimer que je trouve plutôt pas mal fichue et qui pose plein de questions, même si c'est pas le point central de l'histoire. Il y a des petites choses en sous-texte qui sont très intéressantes. Il y a toujours du suspense, de l'action. En plus, du coup, les deux points de vue sont racontés par les versions ultérieures des deux personnages, donc il y a un petit peu toujours cette petite pointe de futur qui nous est balancée pour juste nous hameçonner suffisamment, et qui en plus permet un jeu avec le langage assez chouette, parce que globalement dans ce monde post-apocalyptique il y a quand même eu une forme de régression qui n'est pas que technologique, qui est aussi éducative, et au départ les deux personnages parlent de façon un petit peu particulière avec des fautes de langage globalement qui s'amenuisent progressivement, et quand ce sont leurs eux futurs qui parlent, qui changent également, et je trouve que c'est extrêmement intéressant comme forme de narration. Ça n'a pas dû être évident à traduire, on s'est fait la réflexion avec Lucie parce que vraiment en termes de langage c'est très intéressant, mais je pense que ça devait être un petit défi pour réussir à bien le transmettre, et je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Il y a également en termes de culture des choses très intéressantes puisqu'on croise un certain nombre de cultures différentes au cours des différents points de vue, et c'est très riche et c'est passionnant, et c'est vraiment un des points forts du bouquin, je trouve. C'est que même si c'est un post-apo et que y a des choses qui vont assez vite, on prend quand même le temps de nous présenter des contextes différents et des problématiques différentes et des populations différentes, et c'est extrêmement agréable. Donc c'est une saga de post-apo qu'encore une fois je ne peux que vous recommander. J'ai pris énormément de plaisir à partager cette lecture avec Lucie encore une fois. Il me tarde qu'on se jette sur le troisième tome, mais je crois qu'il n'est pas encore à sa médiathèque, donc ça devra attendre un petit peu, mais en tout cas pour l'instant c'est un sans faute pour cette trilogie, et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, mais en même temps je pense que je vais être très triste de quitter les personnages parce qu'ils sont vraiment très attachants. J'en avais parlé pour le premier tome, mais Collie est vraiment un personnage d'une bienveillance et d'une gentillesse assez folle, et il est
très agréable à suivre en ce sens, même si des fois il est un petit peu benet et qu'il n'a pas toutes les clés tout de suite. C'est vraiment un personnage qu'on excuse très largement de tous ses défauts, et encore une fois le personnage de Toupie est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était une excellente lecture, je vous le recommande chaudement. Pareil, n'hésitez pas à me faire des retours si vous l'avez déjà lu ou si vous vous laissez tenter. Et c'en est tout pour cette vidéo dernière lecture. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, et comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous allez vous laisser tenter par certains incessamment sous peu, si vous avez fait de belles découvertes dans vos dernières lectures également. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tout l'enthousiasme que vous manifestez sur cette chaîne. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.